Bonjour, 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 bonjour. Je suis David Bey, économiste planificateur, spécialiste en genre et développement. Je suis chargé de vous livrer le cours sur le module 3 qui a trait genre, données et indices. Alors, précédemment, nous avons vu les deux premiers modules sur l'économie, genre et sur les politiques économiques sensibles au genre. Alors, ce module 3, genre, données, indices, a pour objectif de présenter aux participants l'utilisation des données, des statistiques, des indicateurs et des indices dans l'économie et l'élaboration des politiques économiques sensibles au genre. Donc, nous allons passer en revue beaucoup de choses, notamment les indices, les indicateurs construits pour l'Afrique et sur le plan international. Comme résultat attendu, les participants pourront apprécier le rôle des données dans l'élaboration des politiques économiques. Et également, pourront comprendre comment les données ventilées par sexe sont utilisées dans la mise en œuvre des politiques sensibles au genre. Pour introduire, je voudrais encore rappeler que les inégalités entre les hommes et les femmes sont manifestes dans toutes les sphères de la vie, que ce soit sociale, politique, économique, sociale. Et on sait bien que dans une société où les hommes et les femmes sont acteurs de développement, il est vraiment indispensable de mesurer leurs contributions et les profits qu'ils tirent séparément des fruits du développement. C'est pourquoi la ventilation des statistiques par sexe, c'est-à-dire les données sexospécifiques hommes-femmes, s'avère vraiment important pour pouvoir identifier les inégalités et les disparités de genre au niveau de tous les secteurs de la vie économique et sociale. Alors, les deux modules nous ont permis de comprendre que l'approche genre et développement est un modèle de développement. Et ce modèle consiste à faire la transformation de rapports sociaux pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ce modèle qui vise la transformation des rapports sociaux vise également la participation équitable des hommes et des femmes aux différents pouvoirs. Donc, ce modèle permet d'établir des rapports d'égalité et d'équité dès l'enfance et permet de responsabiliser et de faire participer les hommes dans les sphères d'activité traditionnellement réservées aux femmes. Et pour conclure, ce modèle envisage des stratégies fondées sur la prise en compte de l'homme et de la femme dans tous les secteurs d'activité. Alors, pour pouvoir aborder ce module qui est consacré aux données statistiques, indicateurs et indices, nous allons nous interroger sur ce que c'est qu'une donnée. Il faut dire que les données sont des informations qualitatives ou quantitatives recueillies et analysées dans le but d'apprécier une situation donnée à un moment donné. Donc, nous pouvons voir ici l'évolution, le succès, l'échec, l'écart, les tendances.
Et il existe plusieurs types de données. Il y a les données primaires qu'on collecte sur le terrain directement auprès des enquêtés. Les données secondaires qu'on collecte auprès de l'administration et les données tertiaires qu'on peut collecter dans des rapports d'activité ou dans des annuaires statistiques. Les données tertiaires, généralement, sont des données déjà traitées et on peut puiser l'information sur des rapports, dans des rapports existants. Les données permettent de répondre aux questions suivantes: qui, quand, où, pourquoi et comment. Et ces informations issues des réponses à ces questions vont nous permettre de construire des théories. Généralement, les données sont exprimées sous forme d'indicateurs ou d'indices. Et quand ici on regarde, il faut se dire que les statistiques sexo-spécifiques, comme on souhaite les collecter, ne peuvent pas être produites indépendamment des systèmes globaux de statistiques. Les gens ont tendance à croire que quand on parle des questions de genre, c'est des questions séparément qu'on peut indexer. Ce n'est pas des documents annexes, ce n'est pas des questions additives, mais c'est une question transversale qu'il faut pouvoir, on doit pouvoir prendre en charge tout au long du processus d'élaboration d'un document ou de collecte d'informations. Donc, les statistiques, les systèmes de statistiques existants doivent pouvoir collecter les informations en s'ouvrant sur l'approche genre. D'où proviennent les données? Il y a plusieurs sources où on peut collecter les informations, les données. On peut à partir des recensements, des inventaires, des enquêtes périodiques, des sondages, pour collecter les données. Et la collecte, la compilation de l'analyse, la présentation des données statistiques tenant compte du genre sont d'une importance extrême. Ils doivent faire partie intégrante du travail des structures chargées de la production et de la diffusion des statistiques officielles, sans que cela ne soit considéré comme une charge supplémentaire. Alors, je précise plutôt que les gens puissent comprendre que quand on parle de questions de genre, c'est pas une charge supplémentaire. Lorsque vos données sont désagrégées dès le départ, avec le même budget, avec le même temps imparti, on collecte les informations désagrégées et on pourra analyser les informations tenant compte de la section spécifique. Alors, on constate qu'il y a des difficultés énormes liées à la prise en compte des données sexo-spécifiques dans la production des données statistiques. Et parmi ces difficultés, on note évidemment la faible maîtrise du concept genre par rapport aux ressources humaines des systèmes statistiques nationaux. Ceux qui sont chargés de la collecte d'informations, souvent, n'ont pas une maîtrise du concept genre. Eh bien, même s'ils ont la maîtrise de la notion, souvent, ils ne savent pas comment prendre en compte ce concept-là dans la pratique. Et souvent, l'absence de concertation au niveau de la production statistique selon
genre entre producteurs d'une part et les utilisateurs d'autre part. Il faut se dire que le producteur de données, l'information souvent est produite en fonction du besoin. Et ce besoin peut ne pas correspondre aux besoins de l'utilisateur. D'où cette concertation pour pouvoir, en tout cas, prendre en compte les besoins également des utilisateurs dans la collecte et le traitement de l'information. Généralement, les informations sont collectées, sont traitées de façon globale et sont diffusées de façon globale. S'il n'y a pas de concertation, au finish, l'information existe, mais elle n'a pas une grande importance. Il y a l'institution de la prise en compte du genre dans la programmation et la mise en œuvre des activités de collecte, de traitement et d'analyse des données. Il y a la limitation du champ d'application de la dimension genre aux statistiques socio-démographiques, la population, l'éducation, la santé. Généralement, quand on produit les données statistiques, les gens se limitent seulement aux secteurs sociaux. Alors que les secteurs productifs, tels que l'industrie, le commerce, l'emploi, l'agriculture, l'économie, généralement, les gens ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir traiter l'information prenant en compte la dimension genre. Donc, il faut pouvoir concevoir des outils adaptés pour pouvoir collecter les informations. Il y a que l'absence d'outils et de méthodologies claires pour l'intégration de la dimension genre se pose souvent avec acuité. Donc, il y a un certain nombre de difficultés qui font que les informations collectées ou produites ne prennent pas en compte la dimension genre. Après avoir défini ce que c'est qu'une donnée, nous allons nous introduire sur cette notion qui est l'indicateur. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, c'est la preuve constituée à partir de séries de données ou de statistiques qui représentent ces données. Et il vise à surveiller certains domaines de la vie sociale et économique considérés comme importants. Donc, on utilise les données pour pouvoir construire des indicateurs. Voilà. Et généralement, un indicateur, quand vous prenez un indicateur, il a une situation de référence, une valeur de référence et une valeur cible qu'on projette pour pouvoir atteindre. Et l'ensemble des données qu'on collecte pour pouvoir constituer l'indicateur nous permet de pouvoir mesurer les situations de référence et se projeter dans les années à venir. L'indice, c'est quoi? La valeur indicative permettant de caractériser ou de donner un statut ou d'une unité d'observation selon un concept multidimensionnel est appelé indice. Donc, le plus souvent, un indice, ça peut être un ensemble d'indicateurs considérés importants. Nous allons voir plus loin l'indice des inégalités de genre. Plusieurs indicateurs peuvent être constitués pour former un indice. Alors, le système des Nations Unies a mis en place un certain nombre d'indices, d'indicateurs qui permettent
de mesurer l'évolution du niveau d'atteinte des objectifs de développement. On peut retenir ici, entre autres, l'indice de développement humain, qu'on appelle l'IDH, développé par le PNUD, l'indicateur sexo-spécifique de développement humain, qui est simplement une introduction de la sexo-spécificité dans l'IDH. L'indicateur de participation de la femme, IPF, l'indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, IDISA, c'est construit par la CIA. Les indicateurs relatifs aux OMD. Il y a également les indicateurs du cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Alors, l'IDH, c'est quoi? L'IDH est un indicateur, un indice qui a été développé sur 3 aspects. Il y a, premièrement, l'espérance de vie à la naissance. Deuxièmement, il y a le niveau d'instruction qui est calculé à partir du taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation. Et enfin, il y a le niveau de vie décent qui est mesuré à partir du PIB. Donc, ces 3 aspects sont constitués pour pouvoir calculer l'IDH d'un pays. L'indicateur sexo-spécifique de développement humain mesure le niveau moyen atteint par un pays donné. C'est-à-dire qu'à partir de l'IDH, on corrige ce niveau de façon à refléter les inégalités entre les hommes et les femmes sous les aspects que nous avons cités plus haut, notamment l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'instruction et le PIB par habitant, tête d'habitant. L'indicateur de la participation de la femme s'intéresse aux opportunités offertes aux femmes plutôt qu'aux capacités qui sont ici, l'indicateur mesure la participation à la vie et aux décisions politiques, la participation à la vie et aux décisions économiques et le contrôle des ressources économiques. L'IDISA, ici, l'IDISA, qui est l'indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, est un instrument de suivi et d'évaluation des engagements nationaux et internationaux en matière d'égalité et de promotion d'égalité des genres, spécifique au contexte africain. L'IDISA permet de déterminer si les femmes, si les hommes peuvent se procurer des revenus et avoir accès aux ressources, à l'éducation, avoir accès à une bonne santé et à des postes dans les organisations de la société civile. Alors, l'IDISA ici est composé de 2 indices. Il y a l'indice de la condition féminine et le tableau de bord de promotion de la femme en Afrique. Ici, nous allons voir les différentes composantes de l'indice de la condition féminine. Il y a 3 volets. Il y a les droits économiques, les droits sociaux
les droits civils politiques. Voici les secteurs qui composent chaque volet. Pour les droits économiques, on peut citer l'emploi, les salaires, l'accès au crédit, l'accès à la terre, les droits à la propriété. Pour les droits sociaux, nous avons ici les violences faites aux femmes, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, travail d'enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Les droits civils, politiques, ici nous avons la représentation des femmes dans les cadres législatifs et judiciaires, la représentation des femmes dans le gouvernement, l'accès à la justice, la prévention des conflits, la protection des droits de la femme et des filles, ainsi de suite, ainsi de suite. Les OMD. Les OMD, ici, élaborés en 2000, comportaient 8 objectifs à atteindre en 2015. Et l'OMD 3, en son temps, consistait à promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme. Et la cible 4 consistait à éliminer les disparités entre les sexes et pouvoir en tout cas permettre à l'enseignement primaire, secondaire, d'ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 ou plus tard. Donc, l'OM2 3, avec la cible 4, évidemment, nous avons constaté que cet objectif n'a pas été atteint pour le compte de l'Afrique. Après les OMD, les Nations Unies constataient que les objectifs n'ont pas été atteints, d'où la révision pour maintenant se consacrer aux ODD, qui contient 17 objectifs et 169 cibles pour un agenda horizon 2030. On peut spécifiquement noter qu'au niveau des ODD, on retient l'ODD 5 qui a trait à la promotion du genre et à l'autonomisation de la femme. L'ODD 5 vise à mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles, à éliminer de la vie politique et de la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite, l'exploitation sexuelle, éliminer toutes les pratiques préjudiciables telles que le mariage des enfants, le mariage précoce, forcé et les mutilations génitales. Alors, nous allons voir ici un tableau qui nous permet d'examiner le classement selon l'indice de développement humain et l'indice d'inégalité des genres des États membres de l'UEMOA. Sur le classement sur les 187 pays en 2014, vous voyez pour les pays de l'UEMOA, le premier pays ici, qui est le Sénégal, est classé 163e sur 187. Et le Bénin, 165e. Le Togo, 166e. La Côte d'Ivoire, 171e. Le Mali, 176e. Guinée-Bissau, 177e.
le Burkina 181e et enfin le Niger 187e. Donc, quand vous regardez le classement, c'est vraiment pas fameux. Et quand on prend également l'indice d'inégalité de genre, le Sénégal encore en première position est 119e sur 187 pays. Et donc, tous les pays de l'Afrique ont une position, un rang de plus de 100 sur les 187 pays. Donc, c'est dire que nous avons travail et du chemin. Les défis sont énormes pour atteindre le développement inclusif, le développement prenant en compte les besoins des hommes et des femmes. Également ici, quand on prend la représentation des femmes et des hommes au niveau des parlements, c'est encore parlant. Nous avons l'espace UEMOA et au niveau de la CEDEAO. Alors, nous avons parlé des indicateurs, des données, des indices. Et nous allons faire une analyse critique sur la prise en compte du genre dans les indicateurs. Alors, les indicateurs de genre s'avèrent particulièrement utiles pour démontrer les changements survenus dans les relations et les incidences liées au genre quand ils sont formulés dans le cadre de la planification des activités et qu'ils sont suivis tout au long de la phase d'exécution. Parce qu'en général, les gens vous disent que les questionnaires, les outils de collecte sont désagrégés. Ils collectent l'information, soit l'information reste au niveau primaire, pas traitée, ou bien quand c'est traité, l'information n'est pas diffusée ou n'est pas appliquée dans le cadre de la planification. Parce que d'utiliser une information, c'est de pouvoir l'utiliser dans le cadre de la planification et la mise en œuvre des projets et programmes. Donc, en termes d'insuffisance, on note que les différents pays ont ce problème. Soit ils ne collectent pas du tout les informations sexo-spécifiques, ou ils collectent, ils ne traitent pas, mais quand c'est traité, ça reste dans les tiroirs, ce n'est pas utilisé pour des besoins de planification. Alors que quand on fait le diagnostic, pour pouvoir avoir la situation réelle et les valeurs de référence liées aux hommes et aux femmes, c'est pour des besoins de planification. Alors, voici quelques questions à examiner en vue de la sélection des indicateurs. Quand, par exemple, nous sommes en face de l'élaboration d'un projet programme, il faut se demander si les indicateurs sont ventilés par sexe, par le milieu de résidence, par tranche d'âge, par conditions socio-économiques. Est-ce que les données de base sont-elles recueillies auprès des femmes, des hommes? Voilà. Prenez une catégorie de personnes, de conditions économiques, milieu de résidence. Y a-t-il des indicateurs spécifiques pour mesurer les changements observés dans les relations de genre, dans l'accès aux services et aux ressources dans l'exercice du pouvoir? Parce que la condition de la femme n'est pas la même lorsque on analyse l'accès aux ressources et la participation
aux instances et aux sphères de décision. D'où l'intérêt de pouvoir se poser cette question avant de pouvoir construire les indicateurs pour les prendre en compte dans la planification des politiques économiques. Alors, on se demande aussi également si le projet a-t-il une méthode systématique de collecte et d'analyse de l'information sur une base régulière. Parce que généralement, lorsqu'on prend les opérations comme le recensement, ce ne sont pas des opérations régulières. Et lorsque l'information, les projets ou les programmes, les politiques sont construits à partir des informations fournies par les recensements, il va de soi qu'on ne pourra pas avoir des données actuelles et également souvent certaines données ne sont pas désacrées. Et donc, il faut qu'on mette en place des mécanismes de collecte d'informations pour pouvoir actualiser les informations et prendre en compte systématiquement la dimension genre. Il faut également se demander si le projet a-t-il des politiques mises en place sur des mesures à prendre quand les données tirées des phases de suivi d'évaluation relèvent des inéquités entre les hommes et les femmes. Lorsque on fait une analyse et on se rend compte qu'il y a des inégalités, des inéquités entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet ou programme? Voilà. Donc, plus loin encore, on va se dire que l'approche participation des femmes est problématique car il suppose notamment que le revenu gagné reflète les bénéfices en termes de développement qui ne vont qu'à la personne qui a gagné ce revenu. Il y aura la distribution qui est opérée au sein des ménages et qui est désavantageux souvent aux femmes. Alors, quand on prend cet indicateur, on peut dire que la femme a un revenu conséquent. Et lorsqu'on fait l'analyse en prenant en compte la distribution des revenus au sein du ménage, on se rend compte que tout ce que la femme gagne, elle injecte ça au sein du ménage. Et par conséquent, ce revenu est utilisé pour le compte du ménage et la personne elle-même ne bénéficie pas forcément des fruits de ce revenu pour pouvoir se soigner, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir en tout cas se loger, se déplacer. Donc, les analyses poussées doivent être faites sur certains indicateurs, même si on collecte l'information, on se rend compte que l'indicateur a un niveau élevé qui puisse être acceptable. Alors, quelques stratégies ou recommandations que nous formulons pour que nous puissions produire des statistiques sensibles au genre. Nous recommandons une collaboration forte des instituts de statistiques nationales pour obtenir des informations fiables, ventilées selon le genre. Il faudra que les instituts de statistiques, de collecte d'informations, puissent collaborer avec les producteurs, les autres producteurs de statistiques et les autres utilisateurs de statistiques pour que nous puissions avoir des informations fiables. Il faut une harmonisation des concepts de définition pour que tous les pays
partent sur une base commune d'analyse. Il faut qu'on puisse avoir des données issues des recensements généraux pour obtenir les analyses beaucoup plus raffinées et que ces recensements soient actualisés. Alors, pour ce faire, nous avons identifié quelques étapes pour pouvoir se baser, collecter cette information, prenant en compte le genre. La première étape, c'est l'identification des questions de genre et leur implication. Alors, l'identification des questions de genre à traiter statistiquement passe par un dialogue permanent entre producteurs et productrices de l'information, des statistiques et utilisateurs, utilisatrices des données. Il convient également d'explorer en détail tous les aspects problématiques afin d'élucider les causes et les conséquences et analyser les interactions existantes. La deuxième étape consiste à déterminer des informations nécessaires. Et après avoir examiné les différents aspects, à la lumière d'une analyse genre, les producteurs, les productrices de statistiques et les utilisateurs peuvent conjointement déterminer les données à recueillir et les indicateurs à identifier. Cela permettra d'approfondir la connaissance de la situation des hommes et des femmes et d'illustrer par des valeurs utiles afin de pouvoir formuler les politiques et les mettre de façon efficace et efficiente. La troisième étape, c'est d'examiner les sources existantes. Cette étape suppose l'examen attentif et périodique des données disponibles pour, d'une part, évaluer le contenu et la qualité des réponses par rapport aux attentes sur les questions de genre, et d'autre part, déterminer à partir des lacunes existantes les compléments nécessaires pour satisfaire aux besoins. La quatrième étape consiste à l'amélioration des sources existantes. Alors, cette étape conduit systématiquement à l'adaptation des rubriques et des définitions pour inscrire la thématique genre dans les méthodes de traitement, de tabulation, de publication des statistiques et de la prise de décision. Et j'insiste pour dire que cette étape ne consiste pas à effectuer une collecte additionnelle des données opérationnelles, mais consiste à intégrer cette dimension dans le mécanisme existant. La cinquième étape consiste à la compilation, l'analyse, la présentation, la diffusion. Alors, il faut dire que la compilation, l'analyse, la présentation et la diffusion des informations sont essentielles pour l'obtention des statistiques sexo-spécifiques. L'enjeu étant de taille puisque les questions de genre sont sensibles et délicates, devraient y trouver une réponse indiscutable, un approfondissement et des explications nouvelles. Donc, lorsqu'on fait la compilation, l'analyse des données doit pouvoir fournir des statistiques fiables, sans biais possible d'interprétation et simuler la diffusion d'une information pertinente et accessible aux experts en statistique, ainsi qu'aux autres utilisateurs. Alors, donc, pour dire que ce module nous a permis de revoir notre méthode de collecte d'informations, de traitement et de diffusion. Ce module nous permet également
de comprendre ce que c'est qu'une donnée, un indicateur, un indice. Et ce module nous permet d'analyser, de faire une analyse critique sur comment les producteurs produisent l'information statistique. Quelles sont les limites de ces productions-là? Pourquoi ces producteurs n'arrivent pas à intégrer les gens dans la collecte de l'information? Ce module, enfin, nous propose des stratégies pour pouvoir prendre en compte la dimension genre dans la collecte de l'information, le traitement, la diffusion de l'information. Je vous dis merci pour votre aimable attention.